Le 23 novembre 2014, le Pico do Fogo, situé dans une des îles du Cap-Vert, entre en éruption. Quelques jours après, me voici sur les lieux avec un groupe d'Aventure et Volcan. L'imposant volcan, qui culmine à 2829 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit 7000 mètres depuis le plancher océanique, représente l'appareil le plus actif de l'ensemble des îles de Point Chaud de l'Atlantique central, regroupant les Açores, les Canaries et le Cap-Vert. Cette éruption, comme la précédente, datant de 1995, est fissurale et la plus importante depuis 1951. Elle s'est produite dans la partie haute de la caldeira, à un peu plus de 2000 mètres d'altitude, au pied sud-ouest du cône volcanique. Plusieurs évents se sont ouverts le long de cette fissure, produisant des gaz, des fontaines de lave, des explosions, des coulées basaltiques et des cendres. La coulée de lave qui s'échappe du volcan avance dans sa course dévastatrice, détruisant tout sur son passage. La coulée de lave progresse en direction des terres de culture, ne laissant aucune chance aux maisons et autres constructions qui se trouvent là. Les paysans s'affairent encore pour sauver ce qui peut encore l'être, telles ici les racines de manioc. Dans quelques heures, la lave incandescente aura recouvert à tout jamais ces terres agricoles.
Pour la dernière fois, ces paysans récoltent des pois. Le Pico do Fogo s'inscrit dans la grande caldeira de Chá en forme de fer à cheval, d'une largeur d'environ 9 km, formée par un effondrement latéral de grand volume vers l'est. Ce site possédait des terres fertiles, non touchées par les laves anciennes, propices à la culture de la vigne, avec une production viticole unique, fournissant un vin surnommé Vinho do Fogo, qui n'était pas exportable. On y trouvait également une modeste arboriculture fruitière, quelques cultures céréalières et un élevage de chèvres, dont le lait donnait un excellent fromage. La route pour accéder au village de Portela et Banguera a été coupée par l'avancée de la lave qui, bien alimentée au niveau de la fissure, a progressé rapidement sans rencontrer d'obstacles topographiques qui auraient pu dévier sa course. L'accès n'est désormais possible qu'à pied. Cette éruption a gravement affecté les activités humaines, sans heureusement faire de victimes, les habitants ayant été prévenus 24 heures avant l'éruption. La coulée de lave a atteint le village de Portela et l'a enfoui à tout jamais dans la lave. Un skylight permet d'observer une coulée souterraine encore bien active. Les habitants n'ont pas eu le temps nécessaire pour évacuer leurs affaires et surtout la production de vin stocké dans des citernes. La production 2014 était d'environ 200 000 litres. Certaines ont pu être transvasées dans des tonneaux qui ont été mis en sécurité sur les hauteurs du village. Légèrement plus bas, le village de Banguera a également été atteint et complètement enseveli sous la lave. Seules quelques toitures terrasses de maisons apparaissent encore visibles. C'est un triste record de 500 maisons qui ont été détruites par les coulées de lave et 1500 habitants qui ont ainsi dû être évacués et installés sous des tentes dans les localités d'Acha da Furna, Mosteiros et Monte Grande. D'autres ont été hébergés par des proches et également dans des maisons qui avaient été montées lors de l'éruption de 1995 et qui étaient inutilisées. Les écoliers de la zone sinistrée ont pu immédiatement être orientés vers d'autres établissements tout en bénéficiant d'abris, de nourriture et de soins médicaux. Néanmoins, ces habitants gardent le sourire et se prêtent volontiers à la photo souvenir. Sur les pentes du volcan, les paysages désertiques rivalisent avec une nature exubérante et sauvage. Par le passé, quelques colons, avec l'aide de leurs esclaves, y avaient développé des cultures de coton et de café. L'économie était florissante, mais malheureusement, les nombreuses éruptions et le manque d'eau incitèrent beaucoup d'hommes à s'expatrier ou à s'engager sur les baleiniers en partance vers les États-Unis, créant par-delà les mers une importante diaspora. 37% des Capverdiens vivent sous le seuil de pauvreté et un Capverdien sur 5 survit avec moins d'$1 par jour. La majorité des pauvres vit dans les campagnes, dans des conditions d'habitation précaires. Le chômage, le faible niveau de scolarisation et de qualification, la taille élevée du ménage sont autant de facteurs de pauvreté.
L'origine volcanique de ce sable noir ne fait pas de doute. En face, l'île de Brava. Ponta da Salina est un des meilleurs endroits de l'île pour aller nager. Alors que les autres plages sont réputées pour être dangereuses à cause des courants forts, Ponta da Salina est une vraie piscine naturelle creusée dans les rochers par l'océan et permettant d'être à l'abri des courants tout en profitant de magnifiques vues. Notre déjeuner sera composé de succulents poissons qui viennent juste d'être pêchés. La capitale de l'île, São Filipe, possède encore de grandes demeures couleur pastel de style colonial. Praia est la plus grande ville et capitale du Cap-Vert, située sur l'île de Santiago. Le centre-ville est connu sous le nom de Plateau. C'est le lieu le plus attractif, non pas parce qu'il représente le quartier le plus important, ni parce qu'il est le plus peuplé de l'archipel, mais parce qu'il est considéré par les habitants comme le centre commercial et le centre des affaires du Cap-Vert. De nombreuses ethnies africaines s'activent dans un commerce tous azimuts au marché de Sucupira et proposent un vaste choix de vêtements, posés à même le sol. Retour sur le plateau, au marché central bien achalandé, où toutes sortes de produits sont proposés aux chalands. Ribeira Grande bénéficie dès 1466 d'une charte autorisant ses habitants à pratiquer le commerce des esclaves. L'ancien monument du pilori témoigne des rapports de violence établis par le système de l'esclavage. Rebaptisée Città de Vella à la fin du XVIIIe siècle, elle a été la première ville coloniale construite par les Européens sous les tropiques et est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009.
de Notre-Dame de Rosario, construite en 1495, est la plus ancienne église coloniale dans le monde. Cette embarcation de pêcheurs locaux, de retour au port de Città d'Evella, témoigne d'une vie artisanale liée intimement à la pêche.